solutions qu'on propose sont évidemment liées. Oui. Vous avez parlé de 22 000 suppressions d'emplois. Vous avez prévu, c'est ça? Oui, Oui. tous les paramédicaux sur la France, avec la mise en place de la loi Touraine. 2017. Entre aujourd'hui, entre 2016 Voilà. et 2017, 22 000 suppressions d'emplois. Ben, c'est ce qui rentre dans les groupements hospitaliers territoires, c'est les fameux GHT, Voilà. si vous voulez. Les 3 milliards du ministère de la Santé, d'économie. Très rapidement, par rapport à encore une l'hôpital fois, voilà une décision prise administrativement, sans du tout discuter avec les soignants et en cachant la vérité aux patients. On restructure ce pays sur le plan sanitaire à marche forcée. On casse des établissements, qu'ils soient d'ailleurs privés ou publics, pour centraliser. Et on est déjà dans une centralisation du soin, ce qui est quand même un paradoxe, parce que quand on a créé les ARH, au départ, ça partait d'un bon sentiment qui était celui de la territorialisation et de la régionalisation pour rapprocher le pouvoir administratif des soignants et des patients dans chaque région. Et on a vu ce système-là être très rapidement dévoyé, avec des DGARS qui prennent leurs ordres à Paris et qui ne font qu'obéir à une administration centrale sanitaire. Et là, on restructure le système, à marche forcée encore une fois. On veut faire des groupements hospitaliers de territoire avec un hôpital central qui va tout diriger. Pour ça, on détruit des centres hospitaliers généraux, on ferme des établissements privés, on éloigne encore un peu plus, on agrandit les trous du gruyère, on éloigne la population des centres hospitaliers, et tout ça a des fins uniquement économiques, de rationalisation du soin. Ça, c'est plus possible dans le système. Donc ce qu'on propose, nous, alors ensuite, évidemment, on verra, on s'entendra, mais en tout cas, on a avancé sur cette question de gouvernance. Nous, ce qu'on dit, c'est que la direction du soin, toutes les décisions qui président à l'organisation du soin, doivent au moins pendant 3 ans, parce que le système va très mal, être dirigées par un pôle qui représente 3 professions, 3 entités en tout cas. L'entité administrative, qui est le relais de l'État, les soignants, par le représentant élu par la profession, et les patients. Et chacun avec une voie de blocage. On ne pourra avancer que comme ça. Toutes les décisions qui président l'organisation du soin, et donc au niveau des ARS et à chaque échelon, nous devons avoir une représentation des patients, une représentation des soignants, une représentation de l'administration. Au sein des hôpitaux et au sein des cliniques, il ne peut plus y avoir de décisions qui concernent la pratique des soignants, que ce soit les achats de matériel, que ce soit, comme il le disait, le fait de chronométrer les actes, le fait de donner des lingettes à la place de couches ou à la place de matériel pour faire la toilette des gens. Ces décisions-là ne peuvent être prises qu'en synthèse entre un pôle soignant élu par la profession et non par la direction, élu par la profession, et un pôle administratif, partout, dans toutes les cliniques et tous les hôpitaux de France. Ça, ce sont les 2 premières choses. Il y a 3 pôles. Il y a la question de la gouvernance, la question de la démocratie sanitaire et la question du financement. Pour ce qui est du financement, vous le verrez, on l'a mis sur la feuille, on veut borner absolument la participation du privé, des mutuelles et des assurances dans le système. On ne peut plus accepter que ces gens-là agissent de façon sans limite et soient en train de prendre le pouvoir sur le système. Vous savez que l'assurance maladie aujourd'hui, pour ce qui est des soins de ville, rembourse à hauteur de 55%. Or, vous savez que la loi dit que le jour où l'assurance maladie passe à remboursement minoritaire, nous pourrons faire rentrer la médecine dans les réseaux de soins. Et ça veut dire que nous connaîtrons ce que connaissent les opticiens ou les dentistes avec la médecine low cost. Ça, c'est pas possible. Le fait de respecter les critères de Maastricht et de déshabiller la sécurité sociale parce qu'elle coûte soi-disant trop cher et de filer le bébé au privé, c'est pas possible. Nous, notre rôle, c'est de défendre le système solidaire. Et c'est pour ça que nous proposons cela. Et la 4e proposition, nous disons que c'est M. Juppé qui nous a mis dans la nasse en 1995, quand il a créé l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Aujourd'hui, vous l'avez vu avec les infirmières, vous le voyez avec les médecins libéraux, vous le voyez avec les salaires dans l'hôpital public, on ne peut plus accepter que le politique se retranche derrière l'enveloppe nationale de dépenses d'assurance maladie. Et nous disent, on vous augmenterait bien, mais vous comprenez, une dame. Alors certes, vous êtes à 23 €, on peut vous donner 25, mais on sait que ce n'est pas le prix de l'acte, que ça ne traduit pas réellement le coût de la pratique, et l'importance de la pratique, et la responsabilité, et le rôle, etc. Mais il y a une dame. Donc on ne peut pas. Moyennant quoi, on est en train de perdre tous nos étudiants, parce qu'il y en a plein qui partent à l'étranger, parce qu'ici ils sont écrasés de charges, ils ont des tarifs qui ne correspondent plus à la pratique, et en plus de ça, ils ont une gouvernance qui les essore. Donc on dit aux politiques, soyez courageux, et sortez l'enveloppe tarifaire de l'ONDAM. Sortez l'enveloppe tarifaire de l'ONDAM, et à ce moment-là, ça vous obligera au moins à vous,
à définir ce qu'est le coût réel de la pratique et à ne plus vous retrancher derrière une enveloppe. On veut savoir ce qu'on veut, ce qu'on vaut. On veut savoir ce qu'on vaut. Aujourd'hui, nous le savons. Mais nous voulons que dans les yeux et dans le mental des gens qui dirigent ce pays, nous soyons en capacité de voir que eux le savent. Or, on a l'impression, depuis des années, qu'ils ne le savent pas, et en plus, qu'ils nous culpabilisent et qu'ils nous rendent responsables des décisions qu'ils prennent politiquement. Le pays va mal économiquement, et donc on ne paie pas les soignants. Et en ne les payant pas et en limitant leurs trucs, on les rend quelque part coupables de l'explosion des dépenses de santé et donc du déficit qu'eux-mêmes ont créé par les décisions politiques qu'ils ont prises. C'est un cynisme exceptionnel parce qu'ils transforment les conséquences de leurs actes en cause. Ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Sortir l'enveloppe tarifaire de l'Ondam. Oui. Ça signifie quoi exactement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez que dans les dépenses d'assurance maladie, les tarifs représentent 11% des dépenses d'assurance maladie. Le reste, c'est les prescriptions, c'est-à-dire c'est quand je prescris, moi, des médicaments, quand je prescris un arrêt de travail, quand je prescris une hospitalisation, quand je prescris un arrêt de travail, ça coûte beaucoup plus d'argent que quand on me paie 23 €. L'enveloppe tarifaire, c'est voilà, l'enveloppe tarifaire, c'est tout ce qui concerne les tarifs, et uniquement les tarifs, c'est pas les prescriptions. On veut sortir ça avec une base qui est évidemment l'Ondam aujourd'hui, mais ensuite, qui est une enveloppe exceptionnelle, que le politique fasse son choix politique réel, de dire est-ce que oui ou non, je décide de payer à l'aune de leur responsabilité les professionnels de soins, qu'ils soient publics ou privés. C'est aussi simple que ça. Parce que dans la maltraitance, il y a aussi ça, le fait de vous rendre subjectivement, de vous culpabiliser et de vous dire vous êtes responsable de l'explosion des dépenses, parce que vous êtes dans une enveloppe que j'ai taillée trop petite à cause du reste des dépenses du pays. Ça, c'est pas possible. Allez, j'avais simplement une dernière question, c'était savoir un petit peu le mouvement de fédération que vous essayez de mettre en place aujourd'hui. Comment ça va se traduire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Alors déjà, ce qu'on proposait, on va mettre en place un site internet. Sur ce site internet, il y aura tous les programmes de santé des différents candidats. Alors évidemment, ce site internet va aller en se réduisant, puisque plus nous allons avancer, moins il y aura de candidats. Nous allons d'abord demander aux candidats de nous livrer, parce qu'après tout, on ne le sait pas, quels sont les experts qui ont écrit leur programme. On ne sait pas. Donc moi je veux, l'UFML en tout cas demande, alors après on verra si dans le groupe, mais on veut qu'on sache quels sont les experts qui les ont écrits. Est-ce que c'est des médecins? Est-ce que c'est des soignants? Ou est-ce que c'est pas des soignants? Déjà, première chose. Et ensuite, il me semblerait tout à fait normal que, vu l'état du système de santé, la population connaisse 6 mois avant l'élection quel est le candidat qui est prévu pour occuper le poste de ministre de la Santé. Pourquoi? Très simplement parce que nous aurons à travailler en amont avec cette personne, quelle qu'elle soit, et avec les personnes qui sont prévues pour devenir ministre de la Santé. Le système va tellement mal qu'on ne peut pas se permettre d'attendre l'élection présidentielle pour découvrir, et bien souvent d'ailleurs comme la personne en question, qu'on a monsieur Intel ou madame Intel comme ministre de la Santé. Donc on demandera ça. Et ensuite, donc évidemment, nous demanderons à la profession, dans son ensemble, qu'elle soit publique ou privée, de voter pour les programmes, pas sur les candidats, de voter sur les programmes des différents candidats. Et ça, on le fera à 6 mois, à 3 mois et à 1 mois. Et on ira voir les candidats, en groupe, tous ensemble, avec nos divergences, avec nos idées communes. On ira les voir et on discutera leur programme en leur disant, vous êtes 3e, vous êtes 2e. Voilà ce qu'on vous propose pour vous aider, voilà ce qu'il faut intégrer dans les programmes. On va les forcer à discuter. Parce qu'on ne peut pas construire la santé de demain en faisant fi des professionnels que nous sommes.